va quitter le terrain du Moyen-Âge authentique, hein, même s'il est, comme l'a bien précisé Jean-Jacques, littéraire et non pas historique, hein, pour aller vers un Moyen-Âge reconstitué, mais qui s'appuie aussi, lui, presque davantage sur l'histoire, sur la connaissance qu'on a du Moyen-Âge. Donc on va être en 1370-1400, vers la fin de la guerre de Cent Ans. Non, 1437. Oui, donc on est juste merci, après. Pardon. Merci. Non, mais je le lis avec passion. Je suis absolument désolé, c'est parce que j'avais sous les yeux l'esquisse d'un pendu et je suis en train de penser à l'esquisse d'un pendu, sur lequel je vais dire un mot dans quelques instants. Donc on se place vers la fin de la guerre de Cent Ans. Là, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'a fait donc Céline Minard, qui est, à mon avis, un des auteurs contemporains les plus imaginatifs, hein, mais les plus surprenants, parce que c'est quelqu'un qui a une capacité à s'approprier des codes et à jouer avec une façon qui est vraiment impressionnante. Enfin, donc on aura la semaine prochaine quelqu'un qui est assez magique également dans ce domaine, qui est Percival Everett, hein, mais donc qui lui ne parle pas de Moyen-Âge, hein, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Mais Céline Minard, dont on ne parle pas du tout, c'est pas une spécialiste du Moyen-Âge. Ses autres romans n'ont pas très spécialement à ça. Mais sur Bastard Battle, il y a ce miracle de l'appropriation, enfin, je trouve, d'une langue, et ça ne surprendra pas tous ceux qui ont suivi Henning Marcher. En s'appropriant la langue, en fait, on s'approprie aussi une façon d'aborder le monde, une façon de voir les choses. Et donc on se dit, bon, ça pourrait être une reconstitution médiévale. Et en fait, c'est là qu'il y a ce côté, je trouve, joueur, et qui est incroyablement plaisant, et qui va plus loin que simplement le jeu, c'est que on va introduire des éléments de perturbation, et ces éléments de perturbation, ça va être un samouraï, une spécialiste d'arts martiaux, qui arrive en Bourgogne en 1400 et quelques, donc ça surprend un peu initialement, et puis ça prend forme, et alors qu'on est dans un récit, vous en entendrez un extrait donc, qui est tout à fait avec une saveur particulièrement médiévale, on va se retrouver projeté peu à peu, donc avec la langue de François Villon, enfin, ou équivalente, hein, dans un film de Kurosawa, en fait, Les Sept Samouraïs. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est totalement crédible du début à la fin, c'est-à-dire qu'on voit se dérouler l'histoire et on accroche complètement en disant. Et on va avoir donc un film d'arts martiaux médiéval, en écrit, et en écrit en vieux français reconstitué. Donc c'est quand même assez incroyable, je pense que ça. Moi, ça m'a fait un choc, vraiment, quand j'ai lu, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Alors, il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que dans beaucoup de commentaires, on dit, oui, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement humble comme façon de décrire ce livre, parce que, oui, après tout, on dit, oui, il y avait comme but que de divertir et jouer avec la langue. Moi, je trouve que, alors c'est extrêmement divertissant, c'est super drôle, enfin, on se marre tout le long, hein, mais ça va bien au-delà du divertissement. C'est que dans la façon de s'introduire finalement, dans la façon dont ces gens échangent entre eux, que ça soit tranquillement le soir à la veillée en attendant le siège, ou que ça soit dans des rapports un peu plus musclés à certains moments, il y a vraiment des choses qui sont échangées, qui sont extrêmement fortes, qui ne sont pas de l'amusement ou de l'entertainment hollywoodien, hein. Pas du tout. On est vraiment dans des choses très sérieuses et très profondes. Et le fait que les deux aient été rapprochés de façon aussi finalement dynamique, je trouve que c'est un petit miracle, quoi. Donc pas hésiter à se précipiter dessus si ce n'est pas déjà fait, puisque c'est une réédition dont on parle. Voilà, donc je vous propose d'écouter quelques extraits en fait de Bastard Battle. Donc, je vais vous lire un morceau du premier chapitre, comme ça, pour vous mettre dans l'oreille. Le 10 décembre 1437. Ah, je vais pas le dire en roulant les airs, parce que, en fait, je pourrais, mais j'ai pas l'habitude. Je suis pas assez américaine pour faire ça. Ouais, c'est dommage. Non, puis après, c'est très compliqué, ces histoires de prononciation baroque. C'est pas moi que je l'ai écrit, hein. Non, mais c'est vous qui avez c'est vous qui savez dire. Vous voulez pas le lire avec l'accent? Si, je veux bien. Je me suis pas entraîné, hein. Quand les autres, je les avais appris par cœur. Ah oui. Le 10 décembre 1437, les paysans entendirent un galop sourd monter dans les plaines et traverser les blés depuis... Remarquez, c'est presque le plus français moderne, hein, que vous avez choisi. Depuis Riocourt à Trex. Prendre environ tout autour comme troupeau et plus lourd que bœuf, plus rapide que nuée, plus sombre, soulevant peu,
marquant fort un grondement de mâtin affamé, puis martelé, un roulement éclatant, un orage sous couvée, sec, craquant, gonflé, résonnant sur le donjon et par tous côtés. Ce jour, ils l'entendirent, et ce jour, ils crurent au démon. Ouais, pas mal, hein. Moi, je le refais sans l'accent. Merci. Je vous en prie. Le 10 décembre 1437, les paysans entendirent un galop sourd monter dans les plaines et traverser les blés depuis Riocourt à Trait, prendre environ tout autour comme troupeau, et plus lourd que bœuf, plus rapide que nuée, plus sombre, soulevant peu, marquant fort, un grondement de matin affamé, puis martelé, un roulement éclatant, un orage sous couvée, sec, craquant, gonflé, résonnant sur le donjon et par tous côtés. Ce jour ils l'entendirent, et ce jour ils crurent au démon. Moi, Denisot Leclerc dit le hachis et Spencer Five, ramassé 2 mois de vent dans le clos des Rissés, non point saoul et nu comme on l'a dit, mais vaillant sur la vigne et bien armé du bâton, en défense, épargné. Je vis des femmes s'effondrer dans les fossés, des hommes courir, l'éclat des faucilles. Nos chevaux qui piétinaient la terre frappaient et frappaient à coups redoublés. Je vis l'effroi sur les visages des fuyards qui trouvaient la porte close, la herse dressée devant eux, leur barrant tout refuge. Pissaient et chiaient de trouille en appelant Baudricourt à ouvrir, à ouvrir. Ceux qui ne s'égayèrent pas par ailleurs furent pris en grand mêlée avec les chevaux d'assaut et tranchés roides, les échielles posées sur leur corps par-dessus la glace prise dans les fossés. Montèrent les piétons, dagues aux 2 poings, pendant que les archers arrosaient les remparts. Mouche, mouche, mouche. Le bailli Baudricourt fit sonner les cloches, fit envoyer son élite casquée, ses longues baux pris aux anglois et les porteurs de hallebardes. Isseux culbutèrent quelques échielles, mais la piétaille était dans la place, taillée de taille, piquée de pointe et moulinette à plein bras. Amé, Amé, Baudricourt, haut et court, pendu par la gorge. Ces gendarmes replièrent dans la cour du donjon. Les bourgeois rassemblés bloquèrent sur eux les portes de l'église. Cependant, la porte de Buxereuil cédait, la porte Ars item, et toute la cavallée pénétrait en force, hurlante, dans la ville ouverte. Ordre était désordre, dérobé, pillé et daubé tout à portée et sus au donjon. Le bailli s'y tenait en armes par devant sa garde. 6 chaînes furent mises aux ferrures. Nos archers en bas du mur récupéraient les flèches et tiraient en pluie par en haut en se repérant aux cris des navrés. Les chaînes sont liées aux chevaux, 6 de trait, des gros. Et le bâtard se tient devant eux, la dague nue, attendant une accalmie pour la baisser. Baudricourt, entendant craquer le chêne, se vit perdu. Il décrocha les clés de sa ceinture et par-dessus le dernier rempart les tendit au bâtard plein de sang qui rabaissa sa dague. « Rue !» La porte s'arracha de guingois. Par l'entr'ouverture se ruèrent qui, à la masse d'armes, à l'épée aux vouges, firent grand garbouille dans la cour éventrée. Dit ceux qui fuyaient vers la chapelle, beaucoup furent cloués comme chouettes à sa porte. Le sang coulait sur une terre si dure qu'elle n'en voulait mais n'absorbait rien. Nothing. Trop occupé à geler, à garder le caparaçon de givre qui manquait aux hommes pris, aux hommes mourants, tailladés, vomissant bile, sang, merde, et tantôt quelque chose de vert et puant, telle poche de fiel crevée au gésier des poulets. Ça continue jusqu'à ce qu'ils prennent la ville. Et pour vous donner une autre idée de la langue, en fait, qui là, effectivement, est pas... Enfin, évidemment, c'est pas de l'ancien français ni du moyen français, c'est du français très contemporain, avec quelques petites glissades, parce qu'en fait, on n'y comprend quand même rien à l'ancien français ou au moyen français. On comprend que c'est du français, mais à vrai dire, je me demande pourquoi, puisqu'on fait tellement de contresens en lisant. Par contre, c'est une langue très rapide, très condensée, très sonnante, que moi j'adore pour ses qualités de vitesse aussi, qui sont assez extraordinaires et qui, moi, me fait penser à l'anglais, justement. Enfin, mon hypothèse, c'est que l'ancien français, c'est de l'anglais, mais qu'on comprend.
Osé. Vous étiez osé. Non. Rien à voir. C'est pas grave, parce que vous dites, en revanche, que c'est une langue rapide et c'est vraiment intéressant, parce que quand les traducteurs du 14e, 15e siècle traduisent le latin, puisqu'ils ne comprennent plus rien, eh bien, ils critiquent le latin en disant que c'est une langue trop pesante, trop lourde, et qu'il faut avoir un style plus sec et plus rapide. Oui. Ouais. Cela dit, je ne vais pas insister sur l'ancien français, mais vous avez raison, à mon avis, il faut traduire peut-être même jusqu'au 16e inclus. Alors que quand j'ai traduit Mélusine, qui est du 15e, le directeur de la collection m'a dit on n'a pas besoin de la traduction, sur laquelle j'avais passé 2 ans, parce qu'il me dit on est dans le même au même. Ce que je trouve très faux. C'est-à-dire que quand on lit un texte du 15e, on y comprend vraiment bien, effectivement. Oui. Donc il faut traduire. En français moderne. Montaigne. Oui, je traduis Montaigne. On le traduit. Montaigne est traduit. Oui, mais toutes les éditions qu'on a sont des éditions traduites de Montaigne. Pas toutes. Non, pas toutes. Non, pas toutes. Et là, ils sont en train de faire une édition diplomatique, c'est-à-dire que vous allez avoir les textes. La dernière avancée de la technologie, c'est de scanner les manuscrits de Montaigne. C'est bien que ce qu'on va mettre en vente, ce sont les textes de Montaigne tels quels, avec ses graphiques, la génétique du texte, enfin les corrections. Excusez-moi. L'édition de la Pléiade de Montaigne, elle reproduit déjà pas mal. Oui, y compris les manuscrits de Bordeaux. Oui. Mais, bon, enfin. Bon, je parle de poche. Non, c'est un sujet intéressant. Mais, oui. Moi, je trouve très intéressant l'arrivée de la samouraï, la première intervention de la samouraï. C'est la fin du premier chapitre, mais je voulais pas faire contre le. Qui se réussit à balancer une centaine de flèches là. Mais non, ah oui. Ok. Ah bon, je vais alors. Hein? C'est les auteurs qui spoilent. Oui, elle arrive. Bon. Elle arrive comme ça. Par en bas, les compagnons s'estoient groupés autour de l'aumière étalée, puis très vitement dispersés en demi-cercle au pourtour du porche de l'église qu'il avait craché. C'est en fait un compagnon qui vient de sortir de l'église avec une... Il est tranché, il saigne, il est mort là, enfin... Pas loin. Non, pas encore. Il criait de sortir. C'étaient 5 des plus braves en formation de combat qui insultaient Jésus, Dieu, la Trinité, et lui ordonnaient de sortir au jour les affronter. Avec force blasphème, et il crachait par terre. La brute du Hainaut, amie de Pochon-Lomière, les heurta par derrière en les disant couards et gueux trouilleux de Dieu, que lui ferait sortir ce vieillard et par la barbe le trancherait à faux, lui mangerait le cuir. Il entra avec ses armes claires, le pas si lourd que les dalles du seuil en crissèrent. Il n'avait pas à peine passé le porte Saint-Jean qu'il ressortait en déboulant les marches, la panse marquée d'une profonde croix rouge de l'ombilic au menton et flanc à flanc. Sa roulade fit voir la taille nette sur les côtes découvertes, puis il se recroquevilla en criant, tel un poussin dans son œuf sanglant. Il tressaillait du bide quand les 5 s'en approchèrent pour entendre ce qu'il hurla au sol gelé, bourdelle de bran, une femelle. C'est une femelle. Ce qui, plus que tout apparemment, le fit trépasser dans l'instant. Le bâtard accourt au cri et d'un geste ordonne ses hommes. Il se place au milieu, aile gauche couverte, aile droite couverte, main devant, main derrière, la dague au poing, la rondache au chef. Les autres en demi-cercle, plus large, les archers, puis les cavaliers. Certains bourgeois, point tout à fait écharpés, profitent de la diversion pour se carapater. Ainsi soit-il. Raos, qu'ils gueulent si fort que les chevaux d'arrière en sautent sur leurs fers. Raos, merdaille. Comme il ne se passe rien, il envoie dedans l'église une lance d'un empan qu'on entend planter dans l'autel. Elle vibre encore quand s'élève par-dessous la troupe un rire très aigre, tremblant, un rire de vieillard semblant sortir d'une caverne profonde. Et tous de se retourner sans voir. Le rire résonne sur la place, ricoche sur la face des rues, se meurt et reprend dans un silence de glace, puis parle, puis crie.
Bâtard, tu finiras cousu dans un sac de merde avalé par une aube écumante, maudit de tous, trahi du diable. Bourbon, par les ours de ta mère la putain, cousu, tu finiras cousu, et reprends, déchirant les oreilles, jusqu'à ce que le muet jette quelque chose de lourd dans le puits. Bouvier des troncs, qu'avez-vous tous à trembler ainsi? Une vieille rate n'a qu'à ouvrir la gueule pour vous esboyer. Le bâtard furieux tourne sur lui-même en menaçant chacun de sa lame. Qui tremble pour un dit de sorcière écrabouillée? Périgot? Rudel? Toi, Jolibois? Personne. D'un geste, il envoie 6 lieutenants dans l'église. On entend un brief garbouille, le bruit des bancs qui s'entrechoquent, des cris de mort, le temps de vider un verre, puis la paix retombe sur la terre. Avec elle, la lance d'un empan qui vient ficher au pied du bâtard de Bourbon, perçant 3 toises de terre gelée. La troupe recule, nénie le bâtard. Avant qu'aucune volonté ne bouge, au seuil de Saint-Jean apparaît dans la lumière du jour un pied pris dans une chausse blanche et fourchue, petit, un autre mêmement vêtu, puis le bas d'une tunique longue, puis à taille une courte ceinture d'or, puis sous la tunique une paire de tétins assez plats, mais tétins féminins sans conteste, puis longs cheveux noirs, puis le visage lisse d'un démon jaune. En cet instant, moi, Denisot Leclerc dit le hachis, quasimoine par destin, beau débrideur de boîte, bien adextre, hardi, et peu enclin aux crédences diaboliques ni bondieuseté, je me sens les poils se dresser par tout le corps. La démone, debout dans la lumière hivernale, ne frissonne ni d'en haut ni d'en bas. Elle tient en main une hallebarde au fer rutilant, garnie en garde d'une étoupe rousse comme queue de goupil. La troupe en bâille. Le bâtard n'a pas relâché sa mâchoire, mais sa main a frémi sur sa dague. Il tape son bouclier du plat, la troupe débaille. Les archers arment et tirent au second coup, à l'unisson. 300 flèches volent vers la démone. Immobile, ne fuyant, ne mouvant ni pied, ni bras, ni cils, elle semble attendre infiniment la volée morteuse. Mais à son heure, au juste terme d'être percée de toutes parts, elle s'élance. Sa hallebarde s'élève et tourne en moulant un fol, par en bas, par le ciel, par l'horizon. Les traits bondissent en retour, filent à l'envers à rebours, éclatent sur son âme, dégringolent à ses pieds. Par 3 sauts enroulés en l'air, déroulés en l'air, repris à l'est et à l'ouest, elle fait place nette de la nuée de 300 flèches. Je l'ai vue. La troupe l'a vue. Le bâtard l'a vue, qui s'est jeté sur elle en force, à toute furie, cependant qu'elle ramassait un trait au sol et lissait son empennage entre les lèvres. À la main, elle lui décocha cette dite flèche dans la cuisse avec telle force qu'il dut plier le genou et baisser la garde. Alors, elle se lança du porche et son pied fourche, vêtu de blanc, se posa sur le bouclier du bâtard, et l'autre sur sa tête nue, et ainsi, se donnant un branle esbaillant, partit dans les airs et s'envola sur le toit de Saint-Jean. De là, par les voliges, sautant les ruelles, courant sur les murs, disparut au diable. Prochement, on entendit la porte de l'eau jouer sur ses gonds. Le bâtard qui tenait la flèche dans sa jambe l'arracha en hurlant qu'on la ferme. Bon, voilà. Moi, c'est la bâtardise qui m'intéresse aussi dans cette langue médiévale. Vous parliez de mélange, et c'est un peu ça aussi que j'ai essayé de brasser. Les écorcheurs, de toute façon, ils venaient quand même d'horizons divers et la langue était très mélangée. Oui, vous avez farci du Raus, des mots anglais. Ouais. Il y a un usage de l'anachronisme distillé en fait tout le long de Bastard Battle qui est vraiment impressionnant. Enfin, qui arrive hop, comme ça pour mettre une petite touche pour créer le doute. C'est très très bien. Alors, je vais juste dire un mot et puis avant de revenir en fait sur ça. Donc pour ceux qui n'en auront pas assez avec Bastard Battle et avec les autres livres donc, de Céline et Jean-Jacques, il y a un livre qui est sorti tout récemment et qui est à la fois très différent et dont une partie du projet en fait ressemble à celui de Bastard Battle, c'est celui de Michel Julien, donc Esquisse d'un pendu, dans un univers qui n'est pas guerrier, puisque c'est celui d'un atelier de
copies en fait parisiens en 1370, donc d'où ma conclusion tout à l'heure. Et c'est intéressant parce qu'il y a une tentative similaire en fait d'utiliser un vocabulaire. Alors, il est allé beaucoup moins loin que n'est allé Céliminard dans l'utilisation d'un langage de combat et de récit. Il s'est surtout concentré sur le vocabulaire en fait, le vocabulaire de l'imprimerie, enfin pardon, justement, de la copie, quelques années avant que l'imprimerie arrive, et le vocabulaire en fait de tout ce qui est les corporations en fait à Paris est extrêmement minutieux, parfois juste à la limite du un peu trop, et en fait le doute passé, ça coule et on a vraiment une histoire qui est, je trouve, saisissante parce que moi je suis pris dans tout l'imaginaire des moines copistes dans les monastères avec tout le côté religieux, sans aller jusqu'au nom de la rose, mais enfin on vit dans là-dedans. Et là c'est un atelier laïque en fait, donc de gens qui sont des copistes, donc qui sont des artisans, qui ont une maîtrise de leur art, de leur artisanat qui est exceptionnelle, mais c'est vraiment des gens qui en ont rien à faire de ce qu'ils copient. Et ils y mettent, soit quand c'est du Aristote, ils ne comprennent pas, ils trouvent ça assez grotesque, soit quand c'est les chroniques du règne de Charles V, par exemple, ils vont trouver ça intéressant, mais il y a des trucs qui c'est pas vrai. Et à côté de ça, le héros qui a été choisi était quelqu'un qui donc est très doué dans son métier, mais avant tout un bon vivant, bavard, paillard, qui aime bien tirer un peu au flanc maintenant qu'il a des ouvriers pour pouvoir aller se promener dans la ville toute la journée en prétextant un peu d'aller voir les clients et les fournisseurs. Et c'est très sympathique. En même temps, c'est une vraie enquête policière qui a lieu donc dans cet univers de la copie de manuscrits en 1370. Mais voilà, c'est anecdotique par rapport à Bastard Battle. Moi, je trouve que cette façon de venir mettre des codes, en fait, donc alors on a mentionné Kurosawa, bien entendu, mais dans la façon aussi de raconter, il y a une approche quasi cinématographique de Bastard Battle. On a vraiment l'impression, notamment les scènes de combat, là on en a eu un exemple, les scènes de combat au niveau du siège, en fait, la ville plus tard dans le livre, sont exceptionnelles, tellement elles sont vivantes, alors même que la langue, ça rejoint ce que vous disiez, qui est en fait une langue d'action, une langue presque de combat, en fait, qui est vraiment mise en exergue en fait, de cette façon-là. Je suis très, très impressionné en tout cas de ça. Alors, il faut mentionner que Céliminard peut jouer avec bien d'autres codes que les codes médiévaux. Elle peut aussi jouer avec les codes de la science-fiction et du récit post-apocalyptique, mais en plongeant dans des mythes en fait justement qui vont très très loin. Donc c'est avec le Dernier Monde. Et on peut aussi jouer avec un thème plus particulier, un motif. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour dire comment on doit appeler ça, Jean-Jacques, mais qui est celui de la chasse ou de la Ménie-Elquin. Certains d'entre vous soit ils le connaissent, soit ont lu le dernier Fred Vargas, par exemple, qui en traite. Et là, vous avez ce magnifique livre illustré, en fait, qui se focalise en fait sur ce motif-là, et d'une façon particulièrement originale et intéressante. Vous êtes tombé quand dans la marmite médiévale? Il y a un moment quand même. Je sais pas. Il y a 20 ans. Parce que la Ménie-Elquin, c'est moyen connu quand même. Ouais, c'est moyen connu. Ouais. Mais ça c'est vrai que là, j'étais allée voir. Je crois que c'est un peu Carlo Ginzburg qui m'avait mis sur ce chemin de la Ménie-Elquin, et des Dames du Bon Jeu, et ce truc de bataille nocturne. Bon, il y a des. Ça se recoupe, quoi. Voilà, ce que je propose, c'est donc soit de poser des questions-réponses, mais soit également, de façon très intéressante, puisque l'heure tourne peu à peu, c'est de prendre un verre et de grignoter, et de ne pas hésiter à profiter de nos invités pour les assaillir de questions dès qu'ils auront pu boire un petit peu. Alors, merci vraiment beaucoup.